Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous continuons à parler des émotions. Identifier les émotions des autres est essentiel pour ajuster ses réactions en fonction de la situation et développer de meilleures relations avec eux. Le décodage des expressions émotionnelles est d'ailleurs perturbé dans certains troubles psychiatriques comme la schizophrénie, la dépression et la dépendance à l'alcool. C'est ce qui amène les patients à se comporter de manière inadaptée en société. Plus ou moins consciemment, nous effectuons ce décodage tout au long de la journée, à la maison donc, mais aussi lors des sorties entre amis ou au travail. Si vous voyez que votre patron est contrarié, ce n'est pas le bon moment pour lui demander un congé imprévu ou encore pour lui demander une augmentation. Certains sont plus doués pour d'autres que cela, mais tous nous faisons régulièrement des erreurs. Essayez de vous rappeler par exemple un moment où vous n'avez pas estimé avec assez de justesse l'état émotionnel d'un de vos proches et les conséquences négatives qui en ont découlé. Et je pense qu'avant même d'avoir terminé ma phrase, beaucoup d'entre vous ont déjà pensé à une situation bien particulière. Décoder les émotions en temps réel est à la fois compliqué et fatigant. Que vous soyez un as ou non en la matière, mieux vaut anticiper un peu en cherchant à connaître la façon habituelle de réagir de votre interlocuteur. D'abord pour éviter d'être pris au dépourvu et surtout pour prendre un peu de recul. Est-ce que vos difficultés sont-elles ponctuelles ou révélatrices d'une incompatibilité plus fondamentale? Dans le premier cas, comment vous adapter à l'autre afin que votre relation soit plus apaisée et plus épanouie? C'est le neuroscientifique américain Richard Davidson de l'Université du Wisconsin qui nous offre un outil précieux pour cela. C'est le style émotionnel. C'est une grille de lecture de soi et des autres. Il comporte 6 dimensions. La résilience, l'intuition sociale, la perspective, c'est-à-dire la tendance à éprouver des émotions positives ou négatives, la sensibilité au contexte, la conscience de soi et enfin l'attention. Pour apprendre à mieux vivre avec les autres, la première étape est donc d'identifier leur position sur chacune de ces dimensions, en particulier quand certaines d'entre elles sont très marquées, car elles détermineront alors fortement leur comportement. Nicolas Hansen propose donc un questionnaire dans ce dossier. Il est à l'origine destiné à évaluer son propre style, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour déterminer celui de vos proches ou de vos collègues. Il vous suffit pour cela de vous demander si les affirmations présentes s'appliquent également à eux ou non. Hansen nous dit qu'il faut tout de même rester conscient que les différentes dimensions, bien que constitutives de notre identité, sont susceptibles de varier dans une certaine mesure. Par exemple, dans une situation stressante, une personne qui est dotée d'une forte intuition sociale peut avoir plus de mal à détecter des signaux non verbaux. D'autres se montrent positifs lorsqu'ils sont au travail, mais beaucoup moins dans leur vie privée, ou inversement. La connaissance du style émotionnel des autres vous permettra de vous adapter à leur façon de réagir. Si un manque d'intuition sociale et une faible sensibilité au contexte posent des problèmes évidents pour la vie en société, chacune des dimensions du style émotionnel peut entraîner des difficultés spécifiques. Ceux qui ont une conscience de soi excessive, par exemple, déroutent souvent les autres. Il leur arrive de quitter brusquement un groupe sans explication ou de refuser au dernier moment de prendre la parole en public, simplement parce qu'ils ont perçu une accélération de leur propre battement de cœur. Ils ont alors paniqué, retoutant une crise cardiaque. Barnaby June a montré à quel point nos perceptions corporelles façonnent notre intuition, que nous sentions un sentiment désagréable dans les tripes et nous avons tendance à étiqueter automatiquement comme mauvais ce qui nous entoure ou ce qu'on nous propose. Une conscience de soi excessive risque alors de fausser la perception des relations sociales. Un manque d'intuition sociale, c'est-à-dire une incapacité à prendre en compte les signaux que nous envoient les autres, est particulièrement problématique pour la vie en société. Les jeux de rôle sont très efficaces pour la développer. Ils peuvent se pratiquer à tout âge, par exemple à l'école ou dans les thérapies en groupe. Michel Hansen nous donne l'exemple suivant. Deux personnes doivent jouer une situation dans laquelle elles prennent ou pas en compte l'état de l'autre. L'une des deux annonce: Tu sais, je m'en sens vraiment triste aujourd'hui, je voudrais te l'expliquer. Et l'autre lui répond: Soit, je t'en prie, parle-moi, j'ai tout le temps pour t'écouter, ou alors, aujourd'hui il m'est arrivé un truc incroyable, en ignorant totalement son état et en enchaînant avec sa propre histoire. Ou alors, l'une des deux est pressée et dans le premier scénario, l'autre continue à lui décrire sa journée comme si de rien n'était, tandis que dans le second, elle cherche à prendre en compte son manque de temps en écoutant la discussion. La personne désireuse de développer son intuition sociale observe ces scénarios et les commente à la fin. Et au fur et à mesure des séances, elle comprendra alors de mieux en mieux l'importance de tenir compte de l'état émotionnel de l'autre. Hansen nous dit alors qu'il ne faut pas oublier de nous interroger nous aussi sur notre propre style, car si l'on veut progresser dans ses relations, il est également important, voire même indispensable, de bien se connaître. Si votre partenaire par exemple vous trouve souvent agressif et que cette accusation vous semble abusive, c'est peut-être que vous êtes un peu faible sur la dimension de la conscience de soi et que vous avez du mal à identifier vos sentiments de colère ou de jalousie. Mieux vous connaître vous aidera aussi à préciser ce que vous pouvez et souhaitez accepter des autres. Imaginez par exemple que votre interlocuteur ait une faible intuition sociale et qu'il s'acharne à vous tenir la jambe alors que vous aimeriez vous échapper.
Si vous êtes vous-même plutôt négatif sur la dimension de la perspective, donc la capacité à éprouver des émotions positives, son attitude risque de vous excéder très rapidement. Si en plus votre conscience de soi est trop développée, le cocktail devient explosif. Vous percevrez intensément votre propre état d'irritation et y réagirez vivement. Tout sera alors réuni pour que la situation dégénère en dispute, ou tout au moins pour que vos échanges s'achèvent brusquement. En revanche, si vous êtes plutôt positif et résilient, vous serez plus à même de relativiser la situation, d'être indulgent envers votre interlocuteur, et de voir qu'il a plein d'autres qualités. Parfois, la meilleure solution est d'encourager vos proches à modifier certains aspects de leur style émotionnel, ou de chercher à évoluer vous-même si le problème vient de vous. Il est en effet possible de modifier ce style, ce qui peut être le plus profitable sur le long terme que de s'adapter sans arrêt au comportement des autres. Par exemple, les jeux de rôle, comme évoqué précédemment, sont un très bon outil pour travailler son intuition sociale. Si cette voie vous semble utile à explorer, commencez par vous demander à quel point l'autre est ouvert aux nouvelles expériences. Mieux vaut savoir si une personne est disposée à envisager d'autres manières de faire avant de lui proposer de changer son quotidien. Sans cela, vous risquez de vous heurter à un mur et de ne rencontrer que rigidité ou dogmatisme dans vos conversations avec la personne. Notez au passage que l'ouverture aux nouvelles expériences est une des dimensions d'un modèle de la personnalité classique, la fameuse personnalité Big Five, qui reste donc un outil complémentaire précieux pour réfléchir à soi et aux autres. Et dans certains cas, le mieux à faire est de prendre ses distances. Tout le monde n'est pas compatible. Si vous avez un style émotionnel très marqué, avec des dimensions fortes et opposées à celles de votre interlocuteur, l'effort risque d'être incessant et peu propice à votre épanouissement mutuel. Si vous êtes très résilient, par exemple, le manque de résistance au stress et à la lenteur de récupération de votre vis-à-vis peut vous paraître incompréhensible, voire vous irriter, car vous vous attendrez à ce qu'ils réagissent comme vous. De même, deux personnes trop opposées sur la dimension de perspective auront du mal à cohabiter. Même si quelqu'un de fondamentalement positif peut, par son côté joyeux, amener l'autre à envisager les expériences sous une lumière plus chatoyante, il risque de voir son propre optimisme s'étioler peu à peu. Ce besoin d'un minimum de points communs est particulièrement bien établi dans le cadre du couple. Les recherches en psychologie ont donc montré que les personnes qui se ressemblent ont plus de chances de rester longtemps en couple et donc sont plus satisfaites de leur vie conjugale. C'est ce qu'on désigne sous le terme assez peu romantique d'assortative mating ou accouplement assorti. Les ressemblances prises en compte par ces études portaient sur la personnalité, mais aussi sur des facteurs tels que le QI ou l'intelligence émotionnelle. Olivier Lebon et Michel Hansen ont montré que chez les couples stables, lorsqu'un des partenaires a un trait de personnalité extrême, l'autre ne se situe en général pas à l'extrême opposé. Si vous avez un besoin vital de nouveauté et d'extravagance, vous trouverez ainsi difficile de vous adapter à quelqu'un d'excessivement routinier. Ainsi, la science pense plus sur du qui se ressemble s'assemble que pour les opposés s'attirent. Que vous sentiez confusément que quelque chose cloche dans vos relations ou que vous ayez simplement envie de faire le point, les styles émotionnels vous offrent donc un outil précieux pour y voir plus clair. Dans l'article de Hansen, celui-ci s'est focalisé sur les difficultés posées par certaines dimensions, mais bien sûr, n'oubliez pas aussi d'identifier ce que vous aimez chez les autres. Peut-être qu'au fond de vous, vous préférez fréquenter des gens créatifs et parfois un peu à côté de la plaque en société, plutôt que des cadres toujours tirés à quatre épingles. Maintenant, comment s'adapter au profil des autres? Face à quelqu'un de peu résilient, nous dit Hansen, le mieux est de suivre son rythme. C'est-à-dire que vous devez accepter de discuter longuement avec lui des événements qui l'ont perturbé et rester patient lorsqu'il se laisse perturber par les rémanences du passé. Il est aussi important de prendre le relais sur certaines tâches domestiques ou professionnelles et de lui permettre de récupérer sans exiger un rythme trop rapide à ses yeux, sans lui demander d'être tout de suite joyeux et insouciant. Inversement, il ne faut en aucun cas se comporter de la sorte avec quelqu'un qui récupère vite. Mieux vaut l'accompagner dans son dynamisme. Face à une personne négative, Hansen nous dit qu'il faut lui proposer des activités. Vous avez sûrement déjà rencontré quelqu'un qui, lors d'une situation formidable, ne ressent qu'une courte et légère satisfaction. Cette personne est dite négative sur la dimension de la perspective, c'est-à-dire la dimension qui correspond à la capacité de faire durer une émotion positive et d'afficher une attitude joyeuse et optimiste. Alors comment réagir? Est-ce qu'il faut s'offusquer, le traiter de rabat-joie? Certainement pas. Il convient d'accepter sans jugement et d'intégrer que c'est sa manière de voir les choses. Surtout, ne vous attendez pas à une démonstration d'enthousiasme dès que vous lui annoncez une bonne nouvelle, sans quoi vous en ressortirez constamment frustré ou mécontent. Et continuez de lui proposer des activités. L'inciter à savourer des événements agréables peut le conduire progressivement à les apprécier davantage. Si votre interlocuteur est au contraire trop positif, il faudra l'amener à plus de réalisme et mettre sur le tapis les problèmes qui surgissent, car il aura tendance à les nier ou à les relativiser fortement. Face à une personne en manque d'intuition sociale, Hansen nous dit qu'il faut verbaliser ce que l'autre ne voit pas.
Imaginez que vous êtes sur le point de partir pour une réunion et que votre collègue vous raconte son week-end avec d'innombrables détails, sans remarquer que vous êtes pressé, ou qu'un ami passe des heures à vous expliquer ses problèmes familiaux, alors que votre attitude qui est retransmise à travers de pianotage sur le téléphone ou encore des coups d'œil autour de nous, devrait lui indiquer que l'on préférait écourter la discussion. Ces deux dimensions sont typiques d'une intuition sociale défaillante, autrement dit d'une incapacité à détecter et tenir compte des signaux envoyés par les autres. Il faut alors rendre visibles les signaux que l'on émet et exprimer par la parole ce que l'autre devrait comprendre grâce à notre langage non verbal. Autrement dit, lui dire expressément qu'on ne peut pas discuter avec lui pour le moment sans espérer qu'il le remarque par lui-même. Face à une personne qui est peu sensible au contexte, Hansen nous dit qu'il faut lui laisser des ouvertures. Mieux vaut parfois savoir masquer ses émotions réelles. Par exemple, si vous êtes euphorique suite à une promotion mais que vous devez vous rendre à un enterrement, bon, mais dans ce cas, on va pas y aller avec le sourire. En effet, un manque de sensibilité au contexte, caractérisé par une incapacité à adapter ses réactions émotionnelles et à ses comportements à la situation, est assez pénalisant en société. Un collègue qui ne cesse de parler de ses difficultés conjugales en pleine réunion de travail sera vite dérangeant pour les autres. Il est important de le recentrer sur le contexte, tout en prenant en compte son ressenti. Par exemple, en lui disant que l'on comprend son besoin de nous parler et que l'on sera disposé à l'écouter pendant le déjeuner, mais que pour l'instant, la réunion doit avancer. La personne se sentira alors acceptée et la possibilité de s'exprimer ultérieurement préviendra toute frustration face à une personne qui a une faible conscience de soi. Hansen nous dit qu'il faut l'interroger sur lui-même. Interroger, interagir avec des personnes ayant une faible conscience de soi n'est pas aisé, car elles peuvent être jalouses, tristes ou en colère sans même s'en rendre compte, maltraitant leur entourage à leur insu. Il ne s'agit pas d'un déni ni d'une gêne à avouer ce qu'elles ressentent. Simplement, elles peinent à percevoir leur état émotionnel et les sensations corporelles associées. Il faut alors les y aider en toute bienveillance. Amenez-les donc à prendre conscience de leurs ressentis et à mettre des mots dessus grâce à des questions simples, comme ne serais-tu pas un peu jaloux? Quant à ceux qui ont une conscience de soi excessive, ils risquent de paniquer en croyant par exemple que leur cœur bat trop fort et d'attribuer leur malaise à la présence des autres. Il faut alors discuter avec eux pour les guider vers une vision plus juste de la situation et leur apprendre à ne pas interpréter le moindre signal corporel comme une menace vitale. Si la personne est peu attentive, Hansen nous dit que l'apaisement vaut mieux que les reproches. Certains individus sont maîtres en l'art de se concentrer et de contrôler leur attention. Ils sont capables de se détourner d'une émotion négative en se plongeant dans une simple activité de jardinage ou de rester complètement focalisés sur ce qu'ils font, la lecture ou le travail, bref, peu importe. N'hésitez donc pas à les secouer gentiment s'ils ignorent les signaux que vous leur envoyez. À l'opposé, certaines personnes peinent à oublier la dispute du matin avec le partenaire ou à reprendre leur lecture après avoir été interrompues par des questions diverses. S'adapter à ces personnes peu attentives, c'est respecter leur style et ne pas les interrompre à chaque instant. Et ne pas se vexer si elles ont l'esprit ailleurs pendant que vous leur parlez. Mieux vaut chercher à les apaiser en identifiant la source de leur rumination, plutôt que leur répéter que vous avez l'impression, même si c'est certainement vrai, qu'elles ne vous écoutent pas entièrement. Merci pour votre écoute et à très bientôt.